Manuel Bompard, il donne l'impression, François Bayrou, de faire des numéros de charme. Il fait un numéro de charme général. Alors, il y a les socialistes, il y a les... Il a pas l'air très charmant. On va voir. Attendez, le RN, il prend position pour Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires. Il dit, je comprends dans une certaine mesure le sentiment de submersion, etc. À votre égard, il dit, Jean-Luc Mélenchon est un homme cultivé, je le respecte, etc. Et visiblement, il donne aussi certains gages. Est-ce que vous y êtes sensible? Non, mais écoutez, moi, ce qui m'intéresse, ou ce qui devrait m'intéresser dans l'intervention du Premier ministre ce soir, c'est de savoir si, dans ce qu'il a dit, il y avait des choses de nature à apaiser les difficultés des Français, à résoudre, vous en parliez avant, les problèmes de pouvoir d'achat. Est-ce que la politique qu'il s'apprête à mettre en place apporte des réponses aux problématiques concrètes que rencontrent les gens? Le reste, si vous voulez, c'est de la comédie politicienne. Je pense que c'est pas le plus important. Et de ce point de vue-là, dans l'intervention du Premier ministre ce soir, moi, j'ai rien entendu qui pose la question d'une rupture avec la politique qui a été mise en place depuis des années et des années, dont on a aujourd'hui sous les yeux le résultat. Je laisse faire les numéros de charme de son choix. Je laisse mes collègues vous poser des questions. Mais qu'il faut charmer, c'est apporter des réponses aux problèmes des Français. Celle-là encore une fois. Est-ce qu'il a réussi un coup contre vous? Au début de l'interview, on parlait de vous savez, il décrit le mouvement quand il dit il m'a corrigé parce qu'il n'a pas aimé le mot dessoudé. Hein. Il dit j'ai découplé les socialistes des LFI. Comme ça. Hein, ça vous poserait la question aux socialistes, vous savez. Ah mais c'est un mauvais coup pour vous. Ben, vous allez voir, dans une semaine, sans doute, à peu près, le gouvernement, puisqu'on a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire à la fin de la semaine, au début de la semaine prochaine, François Bayrou va arriver avec sa proposition de budget devant l'Assemblée nationale, probablement qu'il utilisera le 49.3 pour essayer d'imposer ce budget en force, et nous, évidemment, nous déposerons une motion de censure parce que nous ne nous retrouvons pas dans les choix budgétaires. Et alors, vous avez raison, les socialistes seront en quelque sorte devant le moment du choix, de savoir s'ils censurent ou pas le gouvernement. C'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on comptera si M. Bayrou a réussi son opération A ou pas. Moi, je le souhaite pas. Je souhaite que tout le nouveau Front populaire reste fidèle aux engagements pris devant les électrices et les électeurs. Oui, mais sur la retraite, il a quand même dit qu'on pouvait arriver à un autre dispositif, qu'il était possible. La CGT a accepté de participer aux discussions. Il y a quand même des signaux qui sont envoyés. Est-ce qu'on peut dire que François Bayrou met plutôt le cap à gauche ? Je crois pas du tout, mais écoutez, soyons très simples sur la retraite. Il y a eu, il y a 2 ans, une mobilisation qui est sans doute la plus puissante dans ce pays, un mouvement social depuis 30 ans ou 40 ans, avec des manifestations massives, avec à peu près plus de 90% des actifs qui étaient opposés au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Il y a eu un vote l'année dernière, des élections législatives. Les Français ont voté majoritairement pour des formations politiques qui portaient l'abrogation de la réforme des retraites. Vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale une majorité de députés qui sont pour abroger la réforme des retraites. Donc M. Bayrou, c'est pas des mots dont on attend de lui, c'est que si vraiment il est attaché, comme il semblait le dire, à la démocratie, etc., il y a une chose très simple qu'il peut faire, c'est laisser voter les députés sur le sujet. Et s'il laisse voter les députés sur ce sujet, alors il y aura une majorité de députés qui voteront pour abroger la réforme des retraites. Donc moi, les grandes phrases, les grandes formules de M. Bayrou, elles ne m'intéressent pas beaucoup. La question, c'est de savoir si oui ou non on peut revenir sur ce qui a été une forfaiture démocratique, un coup de force insupportable et inacceptable, qui a d'ailleurs beaucoup brutalisé le pays. Vous parlez d'un coup de force, je pense qu'on a besoin d'alléger. Dans l'élection législative de 2022, il y avait dans le programme le report de l'âge de la retraite. Les Français n'ont pas été trompés. Ah si, je crois qu'ils ont été trompés. 65 ans. Vous savez, quand vous avez 9 Français sur 10 qui travaillent, qui vous disent qu'ils ne sont pas favorables à l'âge de départ à la retraite à 64 ans, quand vous avez l'ensemble des organisations syndicales, quand vous n'avez même pas de majorité de députés à l'Assemblée nationale pour la voter et que vous n'êtes pas obligé de passer en force par 49.3, vous pouvez considérer, si vous voulez, que c'est une pratique démocratique normale, mais c'est pas mon cas. Qu'est-ce qui s'est passé et quand vous avez aujourd'hui une majorité de députés qui sont pour l'abrogation, vous pouvez trouver là aussi que c'est une pratique démocratique normale de les empêcher de voter, mais c'est pas tout à fait ma conception Manuel de la Bompard, démocratie. déclaration ce soir du Premier ministre quand il dit on est proche d'un sentiment de submersion. Il parle de l'immigration et il dit on est proche d'un sentiment de submersion. Comment vous entendez ça? Je trouve ça extrêmement choquant, que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Vous savez, aujourd'hui, les personnes immigrées étrangères en France, c'est moins de 7% de la population. Bon, alors vous pouvez considérer qu'à 7% de la population, on est dans une situation de submersion, mais je ne crois pas du tout que ce soit la réalité. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est un message pour quelqu'un? Je crois que tout le monde a à peu près compris que M. Bayrou est aujourd'hui en sursis.
et que donc il cherche à acheter un peu de sursaut pendant quelques jours de plus. Et donc sans doute qu'il espère convaincre ici le Rassemblement national de ne pas le censurer. Et puis dans la même émission, quelques minutes plus tard, il dit quelque chose en espérant peut-être que les socialistes ne le censurent pas. Mais sauf qu'à la fin, au bout d'un moment, il va falloir sortir de cette ambiguïté. Il va y avoir un budget. Et dans ce budget aujourd'hui, j'en dis quand même quelques mots, dans ce budget aujourd'hui, vous avez des coupes qui sont des coupes les plus brutales qu'on a jamais connues dans notre pays. Pas beaucoup, franchement. Qu'est-ce qu'il annonce comme coupe parce que là, on voit, il est plutôt prudent, non? Monsieur Rochebin, si vous avez suivi les discussions au Sénat la semaine dernière sur le budget, vous saurez qu'il y a, par exemple, une coupe de plusieurs centaines de millions d'euros sur le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, que vous avez une coupe de 30% du budget du sport. Il me semblait qu'au lendemain des Jeux Olympiques, tout le monde avait l'air de dire que le sport, c'était une grande priorité. Madame de Montchalin a dit que ça n'était pas le budget du compromis. Pour l'instant, c'est celui qu'on a sous les yeux. Le budget avait beaucoup augmenté pour les Jeux Olympiques. N'est pas le budget. Très bien. Alors, Elisabeth Marchichou, vous avez raison, elle a dit ça. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir, de son point de vue, un certain nombre de coupes, peut-être, qu'il pourrait remettre en cause. Mais s'il remet en cause des coupes, il va falloir qu'il les compense. Et où va-t-il les compenser à partir du moment où il a choisi une méthode de présentation du budget qui ne permet pas d'agir sur les recettes? Donc forcément, il agit sur les dépenses. Il agit sur les dépenses. Moi, je dis qu'on peut faire autrement. Et qu'on peut ne pas couper 700 millions d'euros dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, 100 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale, 1 milliard d'euros dans le budget de l'écologie, et qu'on peut faire autrement pour lutter contre le déficit. Et pour ça, il faut augmenter les recettes et mettre à contribution, notamment les plus riches et les plus gros patrimoines. Posons la question, je veux vous entendre là-dessus, mais aussi nos éditorialistes. Est-ce que François Bayrou est en train de réussir à tisser un lien avec le RN? Parce qu'avec vous, on a compris qu'il a peu de chance, ça vous l'avez dit très clairement. Mais c'est la cohérence des positions que j'ai défendues devant les électrices et les électeurs. Avec le RN, en revanche, est-ce qu'il est en train de tisser un lien qui pourra lui servir? C'est quand même le RN qui a fait tomber Barnier, le gouvernement Barnier. Est-ce que lui est en train de créer autre chose? J'en suis pas certain. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire parce que Michel Barnier avait... carrément accepter une forme de coopération avec le Rassemblement national, en reprenant sur le budget de 2025 des propositions faites par le RN sur la revalorisation des retraites, sur le non-déremboursement des médicaments. Et cependant, le Rassemblement national a considéré, à mon avis pour des raisons de politique politicienne, que les concessions n'étaient pas suffisantes, et donc ils ont baissé le pouce, et donc ils ont censuré. Je pense que François Bayrou a compris que Michel Barnier peut-être avait pris la bonne volonté du Rassemblement national trop au pied de la lettre, et donc lui est beaucoup plus prudent. Il envoie des messages qui sont des messages presque subliminaux en disant « je comprends quel est votre état d'esprit, mais concrètement, alors si effectivement il dit qu'il faut remettre en cause le droit du sol à Mayotte. Et ça... Et en Guyane. Et éventuellement en Guyane. Bon, à vrai dire, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que moi, je pensais que ça faisait bien longtemps que le droit du sol avait été remis en cause à Mayotte, mais apparemment, c'est toujours pas en... Sur l'histoire des assistants parlementaires, il va quand même très loin, parce qu'il est Premier ministre maintenant. Ce qu'il disait précédemment, c'était comme au commissaire au plan, etc. Il est Premier ministre, et il dit quand même, il donne tort au réquisitoire de justice et il donne raison à Marine Le Pen. C'est un des enseignements de cette émission. Il est cohérent. Et cette cohérence le porte à dire la même chose aujourd'hui qu'hier. Et sur la question on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai qu'il n'en a pas rebattu. Il n'a pas émoussé son discours. Ses principes. Et donc, il dit la même chose qu'hier, c'est-à-dire qu'il juge injuste cette accusation qui fait qu'un parti ne pourrait pas être aidé et aider un eurodéputé. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que effectivement la cohérence. Je ne pense pas qu'il tisse de lien. De la même façon, la banque de la démocratie. Il a laissé entendre qu'effectivement, il fallait aider des candidats d'extrême droite et d'extrême gauche à venir et à avoir des signatures. Il a eu ces mots pour Marine Le Pen, et puis dans le même temps, il n'a pas été tendre avec Jean-Luc Mélenchon, où il a dit, d'après lui, qu'il conflictualisait tout. Oui. C'est encore la douche froide ce soir? La douche froide j'attendais pas spécialement. C'est ce que disait Elisabeth Marchichou, il reste cohérent dans ce qu'il dit. Non, il dit, François Bayrou, que Jean-Luc Mélenchon, c'est sa doctrine, c'est sa stratégie. Mais évidemment que ce qu'il dit ne correspond pas du tout à notre pratique de la politique. Il faut distinguer deux choses, si vous voulez. Évidemment que la démocratie, c'est la confrontation de points de vue
Et ça, si on n'a pas ça en démocratie, on n'a plus de démocratie. Si on n'a pas des points de vue différents qui peuvent s'affronter et se confronter. Là, vous êtes plutôt d'accord. Là, vous êtes plutôt d'accord. C'est la démocratie. Mais il n'y a aucun rapport avec la confrontation des points de vue et la violence qui pourrait exister dans la société. Évidemment que quand nous parlons de conflictualisation, nous parlons de conflictualisation politique. Parce que oui, en démocratie, il doit y avoir différents projets politiques qui sont posés sur la table. Et ensuite, il faut que le peuple, les Françaises, les Français, ils fassent leur choix dans des élections. Donc, M. Bayrou, si vous voulez, il mélange ce qui est de l'ordre de l'organisation de notre démocratie. Et il flatte le Rassemblement national ? Je crois qu'il a essayé de flatter le Rassemblement national, mais la question qui est posée, c'est de savoir si le Rassemblement national, dont je rappelle, il a été élu... ces députés ont été élus au moment des élections législatives au nom d'un projet politique que je ne partage certainement pas, que je combats frontalement, mais qui se positionnait comme un projet de rupture avec le macronisme. La question qui va être posée la semaine prochaine, c'est de savoir si le Rassemblement national garantit ou assure la survie, la continuité de la politique macroniste en France. Ça, c'est à eux d'en rendre compte après devant leurs électrices et leurs électeurs. Sur le Rassemblement national, je pense que plutôt qu'ils se sont auto-neutralisés. C'est-à-dire qu'ils ont censuré. Et puis ils sont allés sur le terrain pendant le week-end, comme le font tous les députés. Je pense que M. Bompard le fait à Marseille, voilà. Et j'entends pas tout à fait ce qu'on entend sur les. Non, mais ils ont entendu leurs électeurs ou leurs militants leur dire, vous êtes et nous sommes le parti de l'ordre, et là c'est le désordre, c'est le chaos. Il faudrait quand même que ça cesse, que vous choisissiez une voie qui n'est pas celle-là. Est-ce que cet argument-là va porter les premiers ministres. Juste le sondage Odoxa, 74% des Français voudraient que la gauche trouve un accord avec le gouvernement. Est-ce que vous n'êtes pas minoritaire ? En fait, je vais vous dire, je suis surpris que ce ne soit pas 100%. Mais oui, parce que le problème, c'est pas. Vous pouvez poser des questions à laquelle tout le monde a envie de répondre oui. Mais en fait, une fois que vous avez dit qu'il faut trouver un accord, ensuite la question c'est à quelles conditions doit se faire cet accord. Non, mais ça veut dire ne pas censurer. Moi, j'ai 100%. Très bien, Emmanuel Bompard. Vous savez très bien que dans l'esprit des Français qui. Ah bon ? Non, je ne le crois pas du tout. En tout cas, moi, je peux vous dire que puisque vous parlez des discussions que nous pouvons avoir en circonscription, moi, je suis régulièrement toutes les semaines au contact des électrices et des électeurs sur ma circonscription. Moi, on me dit pas il faut maintenir ce gouvernement. Sa politique est géniale et il faut qu'elle reste encore en place pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et puisque vous citez des sondages, je peux vous en donner d'autres qui pensent que la solution à l'instabilité chronique dans laquelle on est enfoncé aujourd'hui passe par le départ du président de la République, avec des sondages qui disent que 6 ou 7 Français sur 10 pensent. Manuel Bompard, vous voyez bien. Donc on peut tous regarder Manuel Bompard, on va avancer puisqu'on le disait tout à l'heure, la voix des socialistes est très importante ce soir. Vont-ils rester liés à vous ou seront-ils définitivement découplés, pour reprendre l'image du Premier ministre? C'est Patrick Kanner qui va nous rejoindre dans un instant. Merci beaucoup Manuel Bompard.